Merci beaucoup. Donc nous allons entamer la discussion à propos de la troisième table ronde. Alors après avoir vu les enjeux de protection du consommateur, de sécurité, la troisième table ronde est intitulée « La cruelle responsabilité des autorités de contrôle en Europe et hors Union européenne ». Alors on va être possiblement un tout petit peu plus sanglant, mais ça permettra de terminer effectivement cet après-midi de réflexion. Alors je voudrais juste rapidement revenir, parce que c'est vrai que on l'a entendu dans la discussion, il y a effectivement de la part des entreprises et probablement aussi ce dont on a peu parlé, mais c'est important aussi, des institutions diverses qui sont elles aussi soumises aux joies du RGPD. On l'a vu, il y a un certain nombre d'angoisses, de contestations qui peuvent naître devant la complexité de la charge. Et bien, ces complexités devront à un moment être gérées par les autorités de contrôle avant, évidemment, d'entamer le processus contentieux proprement dit. Alors, je crois quand même qu'il est important de rappeler deux éléments. Le premier, c'est qu'on est ici pour essayer de parler de confiance dans l'économie numérique, et la confiance se fait, selon moi, non seulement en protégeant un certain nombre de droits, mais en le faisant de manière effective. Et c'est pourquoi le RGPD, comme finalement on pouvait s'y attendre, va considérablement renforcer l'exigence de contrôle de manière à ce que les droits protégés puissent l'être de manière effective. Alors cela met évidemment au centre du jeu les autorités indépendantes de contrôle, qui vont du coup devoir faire face à de nouveaux enjeux, et on le verra, des enjeux qui sont extrêmement lourds, non seulement en termes de temps, mais aussi en termes de multiplicité de problèmes à gérer. Alors évidemment, ça permettra de s'interroger sur ces évolutions, sur les éventuelles lacunes auxquelles on fait face, sur la manière dont ces défis peuvent être relevés. Et je dirais qu'on va pouvoir le faire à deux voix, avec un intérêt particulier, puisqu'on aura à la fois la voix de la CNIL, qui en la matière est certainement effectivement une autorité pionnière, donc qui est à la fois celle qui a probablement, non seulement au niveau français, mais au niveau européen, considérablement fait évoluer la protection effective des droits, mais qui se retrouve à nouveau face à des enjeux qui sont plus tout à fait les mêmes en termes de protection. Et puis, on aura la vision extra-européenne, extra-communautaire, qui permettra de s'interroger sur un des éléments certainement très importants de ce RGPD, qui a quand même été conçu par les institutions européennes comme étant un modèle européen de gouvernance des données, et que ce modèle est effectivement confronté à la mondialisation, comme toujours, ce qui, à mon avis, pose deux problèmes. Le problème d'abord de sa capacité à une application extraterritoriale. Et là, je pense que votre expérience, effectivement, en tant que responsable de l'Institut de protection des données personnelles à Tunis, sera extrêmement importante, de mesurer effectivement combien ce règlement a ou non des effets extraterritoriaux. Et puis, évidemment, le problème de placer ce règlement dans la concurrence normative, puisqu'on l'a évoqué, mais c'est, me semble-t-il, un élément certainement extrêmement important, c'est que cette réglementation, elle n'aura d'effectivité de protection des droits, et elle n'aura finalement de conséquences en termes de compétitivité que si elle est suffisamment compétitive par rapport aux réglementations américaines, évidemment, dont on sait qu'elles ne partent pas exactement ni des mêmes points de vue, ni des mêmes biais cognitifs, ça a été effectivement dit, mais également des réactions chinoises qui, en la matière, effectivement, risquent d'avoir une importance particulière, sans parler de notre grand voisin russe. Donc, je pense que ça serait important, effectivement, de mettre cette réglementation aussi dans son contexte international. Alors, je vais immédiatement laisser la parole aux deux intervenants, commençant peut-être par Sophie Nerbonne, qui est directrice chargée de la co-régulation économique à la CNIL.
pour peut-être un petit peu nous brosser quels sont les principaux enjeux que pose finalement ce contrôle renouvelé de la protection des données, et puis peut-être de voir comment est-ce que la CNIL se propose de faire face à ce qui sera certainement une massification du contentieux, avec aussi de nouveaux instruments, puisque la grande chose qui fait peur, effectivement, avec le RGPD, en dehors des problèmes techniques ou des enjeux économiques qu'on a vus, c'est les sanctions que pourrait imposer la CNIL en cas de fuite massive, ou non massive d'ailleurs, peut-être, de données. Donc ça fait partie, effectivement, des interrogations importantes. Merci beaucoup. Et effectivement, la tâche est lourde, non seulement lourde, et on pourrait parfois se dire que, pour en revenir au mythe grec, c'est un tonneau des Danaïdes, ou c'est un rocher de Sisyphe, où on pousse, et on recommence sans arrêt. Et c'est vrai que l'ampleur de la tâche, elle se mesure au fait qu'en matière de protection des données, le régulateur a en face de lui tous les secteurs d'activité. Contrairement au régulateur sectoriel, c'est un régulateur transversal. Donc, quel que soit le secteur d'activité, dès lors qu'il va y avoir une collecte et un traitement de données personnelles, il doit être présent. Alors qu'effectivement, s'il a la connaissance de la législation en matière de protection des droits, ce n'est pas le cas sur le fond. Et donc, selon qu'on parle de marketing et de publicité personnalisée, de santé, de finances, d'agriculture, puisqu'il en a été question. Et effectivement, c'est vrai qu'en incidente, sur le secteur de l'agriculture, voilà un secteur qui, on peut le dire, s'organise extrêmement vigoureusement au regard de cette question, de cette problématique de la collecte des données, qu'elles soient personnelles ou non personnelles, puisqu'on voit bien que la frontière, là aussi, est parfois assez poreuse lorsqu'on a des exploitants agricoles individuels. Bien évidemment, tout ce qui permet de qualifier leur activité économique au travers des chiffres de la production qui remontent via les tracteurs connectés ou les systèmes effectivement laitiers connectés, eh bien, il y a un code de conduite européen pour effectivement et organiser les conditions de collecte et de traitement de ces données agricoles. Il y a aussi des codes de conduite au niveau national en France. Donc sur un secteur qui, a priori, on pourrait se dire n'est pas tellement concerné, on peut se dire qu'il a, et au contraire, saisi de plein, il s'est emparé du sujet avec énormément de vigueur pour éviter tout simplement de se voir kidnapper effectivement l'intégralité de cette manne que représentent les données, et tout particulièrement les données personnelles. Je ferme la parenthèse pour dire qu'effectivement, on est confronté donc à un périmètre extrêmement large, qu'en termes de temporalité, le rôle du régulateur est vraiment difficile, puisqu'il s'agit d'être toujours ancré dans la réalité, une réalité qui est une innovation technologique galopante. On a évidemment toujours tendance à dire que le droit est en retard systématiquement par rapport au progrès, d'où la nécessité de concevoir une régulation qui soit différente, et que là aussi, on innove en termes de dispositifs juridiques, et c'est ça qui est aussi assez fascinant, c'est que au-delà des principes durs qui sont ancrés effectivement dans les textes, on a un droit souple, on a effectivement une doctrine qui est élaborée et qui est même co-élaborée à la fois entre les praticiens, les professionnels des secteurs d'activité et les autorités de régulation. En tout cas, ça c'est la pratique en France. Il est vrai qu'elle n'est pas partagée systématiquement par toutes les autorités de protection des données en Europe, qui considèrent pour certaines d'entre elles que on travaille à minima sur la problématique des sanctions, et s'agissant de l'accompagnement, on fait effectivement, on laisse le soin aux professionnels de se débrouiller. La CNIL est convaincue depuis des années qu'effectivement on ne régule pas exclusivement par la sanction, et qu'effectivement il y a une responsabilité forte
de l'autorité de régulation à pouvoir apporter de la sécurité juridique au travers d'outils de conformité qui sont effectivement ces packs de conformité qu'elle a pu bâtir sur des secteurs aussi diversifiés que le véhicule connecté, les smart grids, le secteur social, la banque, le logement social, etc. Et encourage vivement, puisqu'il y a matière à changer d'échelle. On voit bien qu'avec le RGPD, l'effet tsunami de la prise de conscience généralisée d'une législation qui existe en France depuis 40 ans, 41 ans maintenant, mais qui a pour beaucoup été découverte à l'occasion du RGPD. Et c'est vrai que si les principes de protection des données n'ont pas changé, ils ont effectivement été enrichis avec une connotation beaucoup plus forte pour renforcer les droits des individus, de chacun d'entre nous. Et effectivement, le pari de la crédibilité de ce texte majeur, et je crois qu'il faut quand même souligner, je trouve qu'il y a eu beaucoup effectivement un petit peu d'auto-flagellation, mais je crois que là, on a une volonté politique forte qui a été exprimée par l'Europe. Ce n'est pas tous les jours qu'elle réussit à se mettre d'accord sur un texte aussi important, qui est une arme, effectivement par rapport à des partenaires commerciaux, à des acteurs économiques dont les pays eux-mêmes font un usage extrêmement effectivement compétitif de leur arsenal législatif au bénéfice de leurs entreprises et de leurs États. Ça, je crois que c'est une position dans laquelle l'Europe ne s'est jamais vraiment engagée. Et je crois qu'il est temps peut-être de jouer à armes égales. Et à cet égard, le RGPD, c'est quand même une très belle réponse qui est apportée aux grands acteurs dont il n'a pas été cessé d'être question, GAFAM et autres, puisqu'effectivement ceux d'Asie sont quand même de plus en plus présents, qui est maintenant de considérer que les armes sont égales entre les entreprises, puisque chacun devra appliquer ses règles. Donc, effectivement, la petite sanction, entre guillemets, de 50 millions d'euros à l'égard de Google pour justement manque de transparence, manque d'information à l'égard des internautes, défaut de base légale dans la mesure où le consentement tel qu'il était collecté et recueilli par Google n'est pas considéré comme étant collecté selon des mesures, enfin selon des modalités satisfaisantes au regard du RGPD, ce n'est qu'un début, évidemment. Et c'est un début qui a été pris et fait en France parce que nous avions été saisis de requêtes émanant de collectifs qui ont drainé plusieurs dizaines de milliers d'internautes. Donc cette prise de conscience des individus, je crois qu'elle se manifeste aussi au travers de ces saisines par des collectifs dans lesquels vous avez des dizaines de milliers d'internautes qui se disent « ben oui, ça suffit ». On a connu une époque, effectivement, où c'était un peu le Far West, mais on a envie que ça se passe, effectivement, différemment. Je ne dis pas que c'est, effectivement, une prise de conscience généralisée. Ça a été extrêmement bien expliqué lors de l'enquête qui a été présentée en début de ce séminaire. Mais le privacy paradox, on en parle là aussi depuis des années. Et c'est vrai qu'on voit bien que, là aussi, en matière d'éducation, au numérique, au contexte de la société dans laquelle maintenant nous vivons, où se sont transformées les notions de données, enfin de vie privée, d'intimité. On vit une révolution, mais comme on est dedans, on ne s'en rend pas forcément compte. C'est le syndrome de la grenouille, vous savez, qui cuit tout doucement dans sa casserole. Alors que si on y pénétrait dans cette eau déjà bien tiède, on se dirait, oula, attention, ça va finir par bouillir. Donc, que pouvons-nous faire, nous, autorité de protection des données, dans cette, effectivement, présentation qui a pu être faite jusqu'à présent? C'est, face à cette volonté politique forte, une fois encore, de l'Europe, dérouler le mode, la mise en œuvre opérationnelle,
qui est absolument fondamentale pour justement pouvoir assurer cette effectivité du règlement. Et ça, je dirais qu'on peut dérouler ce mode opérationnel dans tous ses composantes, au plan national, au plan européen bien sûr, et au plan international. Si je reprends ces trois niveaux, au niveau national, on a cette particularité d'être un régulateur très complet, puisqu'on a une vision à 360 degrés entre les opérations de pédagogie, de sensibilisation, d'élaboration de doctrines avec, une fois encore, ces référentiels qui donnent de la sécurité juridique aux professionnels et qui sont aussi des vecteurs de confiance par rapport aux utilisateurs de ces données. Le fameux triptyque, effectivement, instruction des plaintes, contrôle, mise en œuvre, que ce soit sur place, sur pièce, suite à des auditions, et bien sûr les fameuses sanctions. Et puis au-delà, effectivement, c'est une fois encore l'animation de réseau et la déclinaison d'une stratégie de tête de réseau, effectivement de collectif, quel qu'il soit, qu'il s'agisse de fédérations professionnelles ou de regroupements en associations de métiers, ou par exemple le cercle des directeurs juridiques, des DAF, et on a vu venir à nous de nouveaux professionnels, que ce soit par exemple les directeurs des achats. C'est vrai que jusqu'à présent, les directeurs des achats ne s'étaient pas tellement préoccupés des questions de protection des données personnelles. Mais comme les relations dont il était question entre responsables de traitement et sous-traitants ont été complètement, effectivement, revues à l'aune des nouvelles clauses du RGPD, c'est vrai que dans les marchés publics et de façon générale, effectivement, les contrats d'achat, dès lors qu'il y avait des questions relatives aux données personnelles, se sont posées effectivement la question des statuts et de la qualité des interlocuteurs. Suis-je RT, RT conjoint, ST, et on voit bien qu'à côté des questions strictement juridiques, il y a vraiment les rapports de force et de négociations commerciales qui sont intervenues, d'où le rapprochement de la CNIL avec, par exemple, le médiateur des entreprises à Bercy, qui justement travaille sur ces questions-là, et toute une série de groupes, là aussi, qui animent une réflexion pour produire, et c'est l'objectif qui est notamment visé au niveau du Comité européen à la protection des données, qui constitue donc l'organe des 28 autorités de protection des données européennes, et qui, dans son programme de travail extrêmement chargé, puisque effectivement il a déjà émis toute une série de lignes directrices qui reflètent la position commune au niveau européen des autorités de protection des données sur toute une série de grands principes ou d'acteurs. Par exemple, vous en avez sur les lignes directrices sur le délégué à la protection des données, sur l'analyse d'impact, je ne les passerai pas toutes en revue, mais il y a celles qui concernent effectivement les qualités de responsables de traitement et de sous-traitants qui sont justement inscrits au programme de travail de cette année, puisque c'est un sujet particulièrement important et qui nous est bien remonté au travers des questionnements de nos publics professionnels. Au niveau européen, je dirais que ce qui s'est mis en place, c'est cette fameuse gouvernance qui est sans précédent. Au niveau européen, c'est la première fois qu'on voit fonctionner un système qui soit à la fois décentralisé, puisqu'on a une autorité chef de file qui est identifiée effectivement sur la base effectivement, de l'établissement du responsable de traitement. Et c'est cette autorité chef de file qui va être chargée effectivement de préparer un projet de décision concernant les manquements ou l'instruction d'un dossier de BCR, hein, les règles internes d'entreprise d'une multinationale, mais qui va se consulter avec les autorités concernées, c'est-à-dire celles qui, effectivement, au sein de l'Europe, sont concernées par la question traitée
parce qu'effectivement, elles ont reçu des plaintes. C'est un sujet qui impacte également des citoyens européens. Donc, l'autorité chef de file ne sera pas seule à prendre la décision. Et il y a effectivement bien cette mise en commun des expertises des uns et des autres. S'il n'y a pas d'accord entre les autorités de protection des données, ce sera un avis contraignant du comité européen qui permettra effectivement d'avoir le dernier mot. Donc, le pari, c'est que cela fonctionne. Et effectivement, il y a déjà plus d'une centaine de plaintes qui sont en cours d'instruction au travers de ce dispositif de chef de file pour lesquels, effectivement, différentes autorités se sont réparties la tâche. Et je ne vous cache pas qu'effectivement, ça provoque au niveau du fonctionnement de ce comité une accélération à la fois du nombre de sessions et d'un outil de travail nouveau qui est également mis en œuvre. Il a fallu effectivement pouvoir fonctionner avec un système d'information et on s'appuie pour cela évidemment sur les outils de la Commission européenne. Au niveau international, dernière strate, c'est vrai qu'on est traditionnellement présent, mais là je crois que ça permet de faire aussi une transition toute trouvée pour vous céder la parole, sur le fait que depuis 2007, la création de l'Association française des autorités de protection des données francophones a pu démontrer combien effectivement c'était une association extrêmement utile et où moi j'ai pu personnellement constater que ce soit en Tunisie, au Maroc, à l'occasion effectivement de conférences au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, combien l'expertise et le niveau effectivement d'implication des professionnels au sein des autorités de protection des données et indépendamment, par exemple, je me souviens d'un colloque qui réunissait la Fédération bancaire française et la Fédération marocaine bancaire sur les problématiques effectivement de traitement des données bancaires et financières et où nous étions effectivement CNIL et Autorité de protection des données marocaines en discussion. Une fois encore, dans cet esprit de co-régulation, de partir des besoins et des process existants dans les métiers, de façon à pouvoir décliner ces principes de protection des données qui, pour être opérationnels, ont évidemment besoin d'être transposés dans chacune de ces activités. Et je dois dire que nos homologues espagnols, disposant d'une association similaire avec un grand nombre de pays d'Amérique latine, lors de la conférence mondiale des commissaires à la protection des données qui est en train de réfléchir à sa transformation en une organisation internationale, pour ne plus être qu'une conférence annuelle, mais pour vraiment beaucoup plus se structurer et ainsi pouvoir peser dans le cadre des réflexions qui sont engagées aux Nations Unies, parce qu'en définitive, on voit que ce qui se passe, c'est exactement ce qu'on a connu en matière de protection de l'environnement, une prise de conscience effectivement progressive, par vagues successives, souvent effectivement un peu scandée par des scandales justement, et c'est vrai que si le RGPD a pu sortir, c'est en partie grâce aux révélations d'Edward Snowden, parce que je crois qu'effectivement sinon le lobbying américain qui était extrêmement puissant aurait pu faire que ce texte soit finalement abandonné. Mais comme en matière de droit de l'environnement, on sent qu'année après année, cette problématique de savoir comment dans une société numérique ne pas perdre son âme et en définitive continuer à pouvoir faire valoir ses droits et ses libertés, de ne pas effectivement être sollicité en permanence par des publicités. Il en a beaucoup été question au début de cet après-midi et c'est étonnant de voir combien ça reste effectivement quand on évoque ce qui pour les personnes les gêne le plus.
pensons à la publicité, alors qu'on peut se dire que ce n'est pas tout de même quelque chose qui est extrêmement important en termes de conséquences pour leur vie quotidienne, par rapport à certains qui perdent leur emploi ou ne le retrouvent pas parce qu'effectivement ils sont fichés comme mauvais payeurs ou comme personnes à risque, ou d'autres cas effectivement beaucoup plus emblématiques. Mais cette préservation des droits et des libertés de chacun est quand même un modèle de développement durable, et donc d'une innovation responsable, qui est vraiment un message poussé par l'Europe, dont on peut être fier et considérer que, effectivement, on peut tout à fait le mettre en avant au niveau mondial, gagner des parts de marché, et que l'on a à la fois et les compétences et la motivation pour le faire. Merci beaucoup. Par rapport à ce que vous venez de dire, je pense que c'est une partie aussi à ajouter au débat sur les fameux silos dont on a parlé tout au long de l'après-midi, parce que je trouve que dans l'application du RGPD, on voit clairement apparaître effectivement cette volonté, en tout cas pour ce qui est de la CNIL, hein, pas nécessairement, comme vous l'avez rappelé, la position de toutes les autorités nationales en Europe, mais cette volonté de décloisonner la protection des données et puis les besoins des métiers. Je pense que tout le travail, j'allais dire pédagogique de la CNIL, extrêmement important, qui en plus a été extrêmement bien, les infographies sont extrêmement claires sur le site, c'est effectivement un élément qui, moi, me semble important par rapport à cette idée qu'on a deux mondes, le monde de la protection des droits liés à la vie privée et le monde de la compétitivité des entreprises. Je pense que Cambridge Analytica, ça montre aussi que s'il n'y a pas de protection des personnes, il n'y a pas d'économie numérique. Donc c'est difficile d'être effectivement dans cette opposition, et ça c'est un premier élément. Sur cette protection des droits des personnes, il y a peut-être deux éléments dont on a peu discuté, mais qui sont, quand on disait c'est un modèle européen parce que c'est le modèle de la Convention 108 du Conseil de l'Europe. C'est-à-dire que la protection des données, y compris au niveau européen, n'est pas effectivement quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qu'on adapte, c'est quelque chose qui effectivement prend peut-être une dimension particulière du fait du big data, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose de nouveau sur le plan juridique. Et l'Union européenne innove par rapport à cette logique-là, puisqu'elle a envisagé effectivement, comme la Convention 108 du Conseil de l'Europe, la protection des données finalement comme étant un élément de la vie privée. Mais je rappelle que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 8, protège les données personnelles en tant que telles. Et on voit bien apparaître ça dans le RGPD. Il y a aussi ça. Le RGPD, ça n'est pas qu'une question de protection de la vie privée, c'est aussi une protection des données personnelles. Et c'est vrai que là, l'expérience de M. Gadez va nous être très, très enrichissante, à la fois comme président de l'instance nationale de protection des données personnelles de Tunis, mais aussi comme étant directement impliqué dans le réseau francophone dont on a parlé. Du coup, quels sont est-ce que ces enjeux sont, si je puis dire, transposés de l'autre côté de la Méditerranée? Est-ce que vous en avez d'autres? Et est-ce que le RGPD finalement a effectivement cette capacité à l'extraterritorialité sur lequel on interroge beaucoup la Cour de justice depuis que le RGPD est entré en vigueur? Merci Madame la Présidente. Il faudrait que je fasse beaucoup de remerciements à Dauphine, au Sénat de nous accueillir. Et bon, je suis désolé de ne pas avoir ramené du soleil avec moi. Mais bon, alors, après tout ce qu'a dit Sophie, moi, qu'est-ce que je vais encore ajouter là-dessus, hein? Bon, alors, je vais utiliser ma casquette de protecteur des données tunisiennes. D'accord? Parce que parler au nom de tous les protecteurs de l'association francophone, je crois que je n'ai pas cette prétention malgré que j'en sois le président. Mais parce que les points de vue diffèrent, il faut le dire. On n'a pas tous la même façon de voir les choses. Alors en ce qui concerne le règlement européen, si vous le permettez Madame la Présidente, je dirais quand même un petit mot parce que ça me tient à cœur. J'ai entendu depuis tout à l'heure, quand on parlait des autorités, utiliser plusieurs qualificatifs. Moi, je ne me vois pas comme autorité de contrôle, ni comme autorité de régulation, malgré que ça soit dans les fonctions de cette autorité. Mais moi, je suis une autorité de protection. J'agis, en tout cas c'est ma mission, pour protéger ce droit à la vie privée et aux données personnelles.
je suis en train de consacrer notre article 24 de la Constitution qui dit « L'État s'engage à protéger la vie privée des individus et leurs données personnelles ». Et donc, je suis un protecteur. Et je pense que c'est ma plus noble mission. Maintenant, pour pouvoir être protecteur, il y a plusieurs actions à faire. Premièrement, et c'est notre tâche, bien sûr, en tout cas de l'autre côté de la Méditerranée. Vous savez bien qu'on n'a pas le même niveau de protection comme en Europe. C'est assez récent chez nous, malgré que la Tunisie soit précurseur sur ce plan-là. Parce que nous, on a constitutionnalisé la protection, ce que la France n'a pas encore fait, depuis 2002. Et nous, on a une loi depuis 2004 et une autorité depuis 2008. Même en Tunisie, on pense que c'est après la Révolution qu'il y a eu cette autorité. Et donc, cette année, on fête notre 10e anniversaire d'activité. Ce n'est pas les 40 ans de la CNIL, mais quand même. Et donc, nous, on a une autre fonction, c'est d'installer la culture de la protection. Parce que ce que j'ai entendu dire par Chloé tout à fait au début, elle a fait un très bel exposé, mais ça m'a servi pour me dire qu'en fin de compte, on n'est pas très différents. Parce que quand on en fait des sondages d'opinion, nous en Tunisie, on en a fait en 2016-2017 pour voir le niveau de la culture des Tunisiens en ce qui concerne la protection des données, plus de 60% ne savent même pas ce que ça veut dire. Plus de 80% ne savent même pas qu'il y a une autorité de protection dans le pays. Et donc, et quand on pose plusieurs autres questions, on a des réponses similaires aux résultats qu'avait donné Chloé tout à l'heure. Et pourtant, ces études-là étaient des études faites en Europe, pas ailleurs, pas chez nous. Et donc, vous voyez, je pense que la première mission d'une autorité de protection, c'est premièrement d'installer la culture de la protection, sensibiliser. Et, je prendrai ce terme-là à Isabelle, qui a quitté la CNIL, mais qui a quand même laissé ses traces sur la protection des données, c'est que nous sommes des accompagnateurs. Nous prenons par la main et nous montrons la voie. Après, bien sûr, si après tout cela, on n'arrive pas à un résultat tangible, eh ben on est obligé de contrôler, de sanctionner. Et donc je laisse ça à la fin, et pas en début en tout cas. Et c'est pour ça d'ailleurs que notre instance s'appelle l'instance nationale de protection des données personnelles. Et donc c'est la protection. Alors pour revenir à ce fameux RGPD, je dois être le premier à en avoir parlé et casser un peu les oreilles des Tunisiens concernant le règlement général de la protection des données. Et j'en ai fait même un épouvantail en quelque sorte, mais bon, j'en suis arrivé même un jour à dire à la radio, et ça a fait un très très mauvais effet, mais bon, ça a donné ses fruits, je m'en fous, que la Tunisie risquait encore un blacklistage data. Et après avoir dit cela, je me suis rendu compte de l'énormité de ce que je venais de prononcer, mais en tant qu'universitaire et pédagogue, je me suis dit, après tout, tant mieux. Et je suis rentré dans mon bureau précipitamment et j'ai écrit une lettre au chef du gouvernement pour lui dire qu'il n'y a pas de blacklistage possible, mais la Tunisie a tout intérêt en interne à garder cette psychose du blacklistage concernant la data. Et il a marché. Il a marché, comme il y a eu l'affaire Snowden pour faire pousser un peu l'Europe à avoir son RGPD prématurément, je dirais, parce que ça pouvait aller à beaucoup plus que 4 années de négociation. Eh ben, c'est ce qui nous a permis d'avoir un texte et sur lequel le chef du gouvernement personnellement a tout fait pour le faire passer le plus rapidement possible au Parlement. Et notre projet de loi, je pense qu'on est le seul donc dans la région africaine et arabe à avoir un projet de texte au Parlement qui est en conformité avec le RGPD. On est allé même un peu plus que cela, puisque je crois que c'est le seul projet de texte où il y a un article clair qui dit que les données personnelles font partie de la personne humaine. Et donc, c'est une interdiction claire de patrimonialisation des données. Ce projet est là, c'est sûr. Pourquoi ? Parce que, vous avez parlé de la Convention 108, dont l'ambassadrice Sophie n'arrête pas d'essayer de ramener le maximum de personnes. Moi, je suis rentré le 5 mai 2015, j'ai pris ma fonction à l'instance. Le 7 mai 2015, le gouvernement tunisien a entamé la procédure d'adhésion à la Convention 108. Et je pensais ne faire que ça. Mais je ne savais pas qu'il y allait y avoir un règlement européen qui allait arriver. On est devenu le 1er novembre 2017 le 51e membre de la Convention 108 et on avait l'obligation de réviser notre texte qui date de 2004.
Mais je me suis dit, réviser un texte de 2004 pour le rendre conforme à une convention, alors que là, il y a un règlement européen qui est arrivé, il vaut mieux le réviser à la lumière du règlement européen. C'était impossible. Et c'est pour cela, ça je le dis entre nous et je le chuchote, c'est moi le rédacteur du projet. Mais je l'avais donné en cadeau au gouvernement, parce que l'autorité de protection n'a pas pouvoir de faire des propositions de loi, vous le pensez bien. Et donc, c'est le gouvernement qui l'a pris, entre nous qui l'a un peu massacré, mais quand même qui a tout fait pour le faire passer, ce qui fait que ce projet, pour donner un exemple, le projet que j'avais rédigé faisait à peu près 220 articles, aujourd'hui il en fait 120 seulement. Donc on voit bien qu'on n'est pas allé de main morte, et la négociation, en plus la Tunisie aujourd'hui est un pays des consensus, et donc il faut que tout le monde sourie après une réunion, et donc on fait plaisir au ministère de la Défense, on fait plaisir au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Santé, à la Ligue tunisienne des droits de l'homme, etc. Et donc bon, après on coupe la poire en 2, en 4, en 6, ce qui fait que le texte a été un peu dénaturé. Merci Madame la Présidente. Ça n'a pas empêché que le jour où c'est passé au Parlement, un 8 mars 2018, l'Instance nationale de protection des données personnelles a envoyé 60 pages de recommandations au Parlement pour reprendre ce texte, pour le coller beaucoup plus avec le RGPD. Alors la seule, et je terminerai très rapidement sur l'historique en quelque sorte, la seule différence avec le RGPD, c'est que c'est mon option personnelle et j'en ai convaincu tout le monde, nous on garde les procédures préalables. Pour la simple et unique raison qu'on n'a pas le même niveau de maturité et d'expérience et d'historique concernant la protection. Et donc on ne peut pas lâcher les responsables de traitement seuls dans la nature jusqu'au jour où ils ont un contrôle sur la tête avec la catastrophe qui peut arriver. Et donc je suis toujours dans la logique de l'accompagnement. Quand il y a des procédures préalables de la déclaration de traitement et encore des autorisations pour certains traitements sensibles, du transfert de données à l'étranger par exemple, eh bien on garde ces procédures pour pouvoir en quelque sorte combler les lacunes et ne pas se retrouver dans une situation très très désolante pour les responsables de traitement et pour les individus bien sûr. Alors pourquoi vouloir s'aligner sur le règlement européen? Parce que tout simplement c'est la norme de protection la plus élevée dans le monde. On n'a pas de convention universelle. Je ne sais pas si Joseph Kanatachi arrivera à réunir tout le monde dans le cadre des Nations Unies pour ça. Il en est à son deuxième mandat, le drôle de coïncidence. On a commencé le premier mandat la même année et on a été reconduit pour un deuxième mandat la même année. Je crois que je réussis un peu plus que lui, mais bon, je lui souhaite tout le succès du monde. C'est pour cela qu'il n'y a pas d'autre manière de faire, à mon avis. Alors, dans les autorités de protection francophones, il y en a énormément qui ne veulent pas s'aligner sur le règlement européen. Alors, les arguments sont divers, mais principalement, et c'est ce qu'ils mettent en avant la plupart, c'est une question de souveraineté nationale. Moi, je n'ai pas ce problème. Votre parallèle, je l'utilise souvent. Je dis tout le temps, la protection des données, c'est comme l'environnement. On ne peut pas protéger ses soins, car la donnée, maintenant, n'a plus de limite. Les frontières nationales ne sont pas un frein pour la circulation de la donnée. Et donc, vous dites, moi, je fais un pays non nucléaire, mais si votre voisin a des centrales nucléaires, on est à la merci de n'importe quelle catastrophe. Je ne vise personne. On n'en a pas en Tunisie. Et donc, c'est la même chose. Donc, il faudrait que tout le monde se mette au même niveau, ou se rapproche d'un même niveau, de même référent ou une référence. Et je pense que le règlement est une bonne référence. Maintenant, est-ce que c'est évident de le faire? Moi, je vais vous dire, on peut philosopher, je suis un défenseur des droits humains, je l'ai enseigné pendant des années à la fac d'ailleurs, tout cela. On peut le faire pour cela seulement, défendre la vie privée et les données personnelles en soi. C'est une mission noble. Mais je crois que j'ai un peu plus les pieds sur terre. Pour la Tunisie, rehausser le niveau de protection est un impératif économique. Vous allez dire pourquoi? Vous savez, nos échanges économiques en Tunisie, c'est 80% avec l'Europe. Nous, on ne peut pas vivre sans l'Europe. Et donc, être privé d'échanges de données avec l'Europe, c'est une catastrophe.
Alors j'explique tout le temps, et c'est ce que j'avais expliqué au chef du gouvernement dans la lettre que je lui avais envoyée après mon mot malheureux de blacklistage. Si les autorités européennes condamnent leurs entreprises parce qu'elles transfèrent des données d'Européens vers notre pays, vers des partenaires économiques nationaux, et nous, on est considérés jusqu'à aujourd'hui, malgré notre adhésion à la Convention 108 et malgré tout ce qu'on fait, on est toujours considéré par l'Europe comme étant un État non protecteur des données, en tout cas n'ayant pas une protection adéquate. Et donc, cette entreprise européenne sera sanctionnée par les autorités de protection européennes. S'il y en a 5, 10, 20 qui sont sanctionnés, qui va vouloir travailler avec la Tunisie? C'est aussi simple que ça. Et donc, pour pouvoir garder nos partenariats économiques, il va falloir qu'on se mette au niveau du règlement européen. Alors vous allez dire, et la souveraineté nationale? Les Marocains me le disent. Ils disent, il y a une autre façon de faire. Moi je leur dis, c'est une norme internationale. Je suis juriste, je suis défenseur des droits. Eh bien, on applique la norme qui s'applique aujourd'hui dans le monde. Le citoyen en tire profit, l'économie et le pays en tirent profit. Et donc je ne pense pas que ça soit incompatible. Et c'est dans cette démarche-là qu'on est. C'est vrai que le projet tunisien est actuellement, entre guillemets, bloqué à l'Assemblée depuis mars 2018. Tous les rapports ont été terminés, sauf que l'agenda politique tunisien est assez spécial. On est en fin de législature, les élections c'est à la fin de l'année, et donc il y a d'autres priorités. On a une loi sur l'état d'exception qui doit passer, et donc elle prend la place avant la loi sur la protection. Eh bien, dès que je rentre à Tunis, en tout cas, j'avais entamé ces procédures-là. Entre parenthèses, je suis en congé. Ça fait 3 ans que j'en ai pas pris. Et donc, bon. Mais on m'a dit comment vous êtes en congé, vous êtes en mission en France. Mais bon, c'est un plaisir que de venir ici. Et donc, je vais essayer de terminer mon lobbying pour faire passer la loi avant que Ramadan n'arrive, parce que Ramadan est l'été. Une fois l'été terminé, c'est la campagne électorale. Et ça m'étonnerait que les députés aient la tête pour protection des données. Donc espérons en tout cas voir la loi aboutir le plus vite possible. En tout cas, je vous donnerai la bonne nouvelle si c'est le cas. Merci. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience qui montre à la fois, et ça je pense que c'est une chose extrêmement importante, que peut-être on a un petit peu oublié chez nous, alors même que la loi la première loi sur laquelle on s'est basé date de 1978, donc on aurait eu le temps de s'y... C'est que la protection des données, c'est essentiellement une culture. Et je pense que c'est ça qui fait extrêmement peur dans beaucoup d'entreprises et d'organisations. C'est qu'en fait, on n'a pas conscience de manier des données personnelles. Et on n'a pas conscience de manier, du coup, une donnée qui a une sensibilité particulière. Donc effectivement, je pense que cette idée de culture extrêmement importante, d'autant plus que la protection finalement est devenue avec le RGPD une exigence de protection permanente. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le faire une fois avec une procédure que personne ne respecte mais qui finalement est là. Il y a cette obligation quand même de conformité permanente, et de processus de conformité, beaucoup plus qu'état de conformité. Ça, je pense que ça me semble extrêmement importante. Et je trouve très intéressant aussi vos explications sur l'influence du RGPD comme instrument de protection, mais aussi comme instrument, comme atout économique. Dans une certaine mesure, c'est un petit peu aussi ce que commencent à dire un certain nombre de GAFA, parce qu'ils ont besoin du marché européen. Et pour accéder au marché européen, il faut qu'ils se mettent au niveau de cette norme. Et je pense qu'effectivement, ils vont s'y mettre aussi parce que les scandales aident un peu dans cet élément-là. Et je pense que quelque part, Cambridge Analytica, que j'évoquais tout à l'heure, ça joue ce rôle au niveau international de prise de conscience finalement de ce que risque de faire effectivement une exploitation de données personnelles pour manipuler un certain nombre d'électeurs, etc. Donc je pense que c'est aussi dans le jeu diplomatique qu'on peut jouer avec le règlement général, je pense que c'est quelque chose d'assez important. Alors il se trouve que nous sommes soumis à ce qui est toujours l'impératif quand on discute, qui est l'impératif du temps. Alors je pense que par égalité de traitement, on peut laisser quelques questions à la salle avant de
2. Oui, puis comme en plus c'est lui qui conclut, on va dire 2, hein, parce que après il faut laisser le temps des conclusions générales. Donc 2 questions. Madame au fond. Bonjour Monsieur Gadel, je suis Aurélie Ganga, je suis élève à l'ISEP où j'apprends justement les mécanismes de protection des données. Votre intervention m'a émue au plus haut point. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire ce master spécialisé parce que justement, nous les Africains n'avons pas au sein du continent un organe qui puisse réguler et protéger la donnée des citoyens africains. Or, au niveau des statistiques, c'est le continent qui devient le plus peuplé. C'est le continent qui a les plus grandes richesses au monde. C'est le continent, même tous vos portables utilisent le coltan qui vient de la RDC. Et en Afrique, effectivement, aujourd'hui, les populations utilisent surtout le téléphone portable et il n'y a aucune réglementation pour pouvoir protéger leurs données. Je me rejoins totalement à votre combat qui doit être porté au niveau de l'Union des Nations Unies parce que effectivement, comme l'ont dit les intervenants précédemment, ça relève d'enjeux de souveraineté d'État. Et je me souviens, nous avons eu un devoir en début d'année qui portait sur le droit d'accès et mes collègues qui avaient travaillé avec moi, j'avais fait tout un paragraphe sur les enjeux de souveraineté par rapport aux données personnelles et comme ils n'avaient pas compris, ils ont levé tout le chapitre que j'avais fait. Et j'en ai été vraiment très très triste parce que la protection des données est au-delà du combat des libertés individuelles que la France a toujours supporté au plus haut niveau puisqu'elle a emmené l'universalisme des droits de l'homme et la CLIN en 1978 par la thématique liée aux libertés individuelles a permis effectivement de pouvoir protéger les citoyens et avec le RGPD, c'est au niveau continental que vous êtes en train de travailler pour pouvoir protéger les données. Et nous devons effectivement, l'Europe doit effectivement regarder avec un regard nouveau les enjeux de la gestion de la data qui se joue aujourd'hui au niveau mondial. Et le continent africain peut être un partenaire exceptionnel avec la France notamment et avec le continent européen. Et ça, je pense que c'est un message à faire passer même auprès des entreprises qui vont exploiter les matières premières en Afrique et qui vont travailler avec les Africains. Je suis un petit peu émue parce que c'est la première fois depuis que j'apprends ce métier que j'ai face à moi quelqu'un qui a compris la problématique que cela soulevait pour les populations africaines. Merci monsieur. Merci infiniment. Je suis aussi très ému. Ça marche ? Oui. Tellement ému que je ne m'entends plus. C'était ma proposition, madame, effectivement, quand on a créé le réseau africain des autorités de protection. Moi, j'étais le seul à avoir en tout cas à porter ce son de cloche. Moi, je voulais en faire une autorité, ou en tout cas un organe auprès de l'Union africaine, et non pas une simple association d'autorités de protection. Bon, j'ai pas su peut-être défendre ce point de vue, mais je voyais un peu un organe qu'on introduirait dans le statut de l'Union africaine à l'image du G29. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, l'Union africaine est complètement, ou oublie complètement la question de la protection des données, malgré qu'elle a une convention. Il faut dire que j'ai bataillé aussi pour pouvoir la faire ratifier par la Tunisie, qui aujourd'hui ne comporte que 3 ou 4 États, mais je pense que l'erreur de l'Afrique a été de faire une seule convention où il y avait la protection et la cybercriminalité. Mais bon, on améliorera les choses, je l'espère. C'est une question pour Madame Nerbonne. Suite aux interrogations, aux anxiétés des entreprises telles qu'elles ont été exprimées par Lagardère Active dans le cadre de la première table ronde, quel est le message aujourd'hui aux entreprises françaises, notamment dans ces réglementations cookies, publicité, s'il vous plaît ?
partage. Je pense que on voit les professionnels et sans nier les difficultés effectivement dans lesquelles ils peuvent se trouver compte tenu de l'évolution des modèles économiques. Je crois que quand on voit effectivement la sanction prise par la CNIL à l'égard de Google, il y a matière à s'interroger sur ce qui va suivre. Et on voit bien que vouloir persister dans le maintien de positions qui sont dans la ligne de ce que font des gros acteurs américains qui sont justement challengés par l'arrivée du RGPD n'est pas effectivement une voie viable. Donc je crois que là, on a tout est ouvert en termes effectivement de pouvoir créer de nouvelles technologies. On a souvent opposé réglementation et innovation. Et il y a quelques années, on avait beaucoup de colloques sur le thème la réglementation tue l'innovation, point d'interrogation, mais enfin, c'était vraiment ça. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a une évolution assez marquée ces dernières années, là, et en particulier depuis le RGPD, au contraire de dire, mais non, justement, ça va être un atout, il faut pouvoir transformer effectivement la contrainte, puisqu'il ne faut pas nier que c'est une source de contrainte, évidemment, mais c'est une contrainte qui permet de clarifier quelles sont les règles du jeu, parce qu'en fait, les acteurs, et pour vous évoquer les entreprises, nous ont toujours dit, on comprend bien, nous, qu'il faut qu'il y ait des règles du jeu, et on est des acteurs responsables, on veut effectivement les appliquer à deux conditions. Il faut que ces règles du jeu, elles vaillent pour tous, et ça n'était pas le cas. Donc maintenant, ça l'est. Donc là, effectivement, la pression est forte pour nous, effectivement, en termes d'effectivité, de notre capacité à appréhender ces acteurs américains, puisque c'était de ceux-ci que l'on parlait. Et au-delà, effectivement, de cet aspect, je crois que le déploiement de toute une série de nouveaux services, on parle des Privacy Enhancing Technologies, les fameux PET, mais qui sont effectivement toute une série d'innovations technologiques permettant justement de faciliter l'exercice de ces droits. Donc il y a beaucoup de programmes d'investissement d'avenir qui y sont consacrés. On noue des partenariats, que ce soit avec la direction du développement technologique du CEA, par exemple, l'Institut LIST, qui a pour objectif de pouvoir faire basculer la recherche dans des domaines industriels. Et donc, il y a des centaines de partenaires industriels. Pouvoir rajouter la brique RGPD, donc le fait qu'il y ait cette fameuse privacy by design, ça va trouver effectivement à se mettre en place si on peut effectivement s'imbriquer dans ce processus de création de nouveaux produits et services. Le règlement européen, il préconise effectivement, parce que lors de l'élaboration de ce texte, il y a eu énormément de questions sur la façon dont l'information allait être faite. Personne ne lit effectivement le chiffre indiqué dans l'étude, 76 jours, je crois, dans une année pour lire les conditions générales d'utilisation. Alors, il n'y a pas simplement effectivement les questions de protection des données, mais c'est vrai que souvent, c'est des pages et des pages que les Américains nous offrent, alors que le règlement dit que cette information, elle peut être faite en différents niveaux, on ne va pas tout basculer d'un coup, renvoyer effectivement à des informations de plus en plus précises en fonction effectivement de l'intérêt que manifesterait la personne, le recours à des icônes qui seraient effectivement des icônes normalisées, mais qui permettraient pour une personne de caractériser l'état de protection du site.
On peut très bien imaginer qu'effectivement, il puisse y avoir, il y a bien eu de marquage CE, c'est ça. Quand sur les œufs, vous avez 0, 1, 2, 3, vous savez si votre œuf a été pondu sur sol, hors sol. Et de la même façon, il pourrait y avoir des processus de certification de toute une série effectivement de sites, d'applications, de produits qui seraient effectivement étiquetés comme conformes au dispositif RGPD. Je crois qu'on a là un marché qui est très ouvert et qui permet effectivement énormément de développement de nouveaux services et produits. Donc c'est une réglementation qui est source d'innovation. Alors c'est dramatique, on double la mise. Bonjour, merci pour votre intervention. Sylvestre Carpiel, étudiant au diplôme d'université délégué à la protection des données. Jusqu'à présent, vous nous avez parlé énormément du domaine privé, sauf à un certain instant où on a entendu parler d'Edward Snowden. Je tiens à préciser que jusqu'à présent, bon nombre de services de l'État ne sont pas soumis au RGPD. Il existe plusieurs centaines de fichiers. En novembre dernier, le Conseil d'État a rejeté le dernier recours sur le TES, dont certains surnomment le Safari version 2. Pas plus tard qu'avant-hier, Monsieur Seron, vous me corrigez si je me trompe, l'UNICEF a introduit un recours au Conseil d'État contre le fichier de fichage des mineurs étrangers et isolés. Ne pensez-vous pas que la confiance dans le RGPD, dans toute cette réglementation, passe aussi par des règles claires définies par l'État et leurs services qui aujourd'hui sont totalement absentes? Merci. Je vais relever les noms, hein, j'oublie tout de suite. Bonjour, Denis Riols, je suis DPO du groupe Infopro Digital. Et donc la question s'adresse à vous deux parce que d'un côté, le groupe Infopro Digital a 2 filiales en Tunisie avec à peu près 400 personnes. Donc j'ai une question concernant la Tunisie, c'est-à-dire quelles sont les obligations et vers où aller pour connaître les obligations par rapport à nos filiales en Tunisie sur la protection des données, voire même est-ce qu'il y a des obligations de type DPO, etc. Je ne suis absolument pas au courant et je viens de découvrir ce soir et j'en suis très heureux de cet institut. Et de l'autre côté, nous serions-nous très intéressés, puisque nous utilisons cette filiale dans le cadre de traitement, entre autres, de données à caractère personnel, ces 2 filiales en Tunisie, que la Tunisie soit un pays adéquat. Et du coup, comment cela peut-il se faire? Quel temps ça peut prendre que de rendre adéquat un pays au niveau du RGPD? Peut-être. Voilà. Répondrai rapidement effectivement à ces 2 questions. Alors vis-à-vis de tous les fichiers régaliens, effectivement, on parle là du RGPD, mais il ne faut pas oublier qu'avec le règlement, il y a une directive du même jour d'ailleurs qui concerne les domaines régaliens, police-justice, et qui a fait l'objet d'une transposition dans la loi du 20 mai dernier, 2018, qui effectivement a eu 3 objectifs, à la fois de transposer cette directive, et on reprend quand même ce que l'on retrouve dans le RGPD, puisque vous avez, et on reçoit désormais des demandes à l'appui de textes réglementaires comportant les études, les analyses d'impact. Donc ça, on a formé les DPO ministériels et les équipes dans déjà plusieurs ministères, que ce soit la justice, l'intérieur, les ministères sociaux également, à ce nouvel outil qui est l'analyse d'impact, effectivement. Donc je serai quand même effectivement, j'aurai la dent moins dure que vous. C'est vrai que les fichiers se multiplient, mais le secteur public, lui aussi, est contraint par ces textes, donc que ce soit le RGPD ou la directive telle qu'elle est transposée dans la loi française.
Ça, c'est une première chose. Sur la procédure d'adéquation, ça, c'est un processus qui est enclenché par la Commission européenne. Récemment, il y a eu le Japon qui a fait l'objet d'une reconnaissance d'adéquation sur un modèle d'ailleurs assez innovant, mais je ne rentrerai pas dans les détails. Et je crois que là, l'ensemble de la procédure a duré, mais vous me corrigez parce que j'en suis pas certaine, 2 ans, me semble-t-il, ce qui effectivement est quand même un processus long. Ça, on ne peut pas se le cacher. Et jusqu'à présent, c'est vrai qu'il y a eu très peu de reconnaissance d'adéquation. C'est vrai que c'est assez misérable. Mais c'est vrai que l'actualité, c'est plutôt calé sur l'annulation du Safe Harbor et la mise en place du dispositif du Privacy Shield avec les États-Unis. Pour ne pas fâcher. Ah, alors si c'est. Non, très rapidement. Tout simplement, tout ce qu'il y a à savoir est sur le site de l'instance. Et donc, il y a tout un recueil que vous pouvez télécharger. Il est en trilingue, et donc, il n'y a aucun problème. Mais je ne suis pas étonné. Vous n'êtes pas le premier à avoir soit des filiales, soit à avoir des partenaires en Tunisie et qui viennent dire, on ne pensait pas en tout cas qu'en Tunisie, il n'y avait pas ni de législation, ni de protection, ou ni de procédure nécessaire. Il y a un de vos collègues, une entreprise française en tout cas, qui travaille beaucoup en Tunisie, et qui, hélas, se retrouvaient devant la justice et qui se débattent maintenant dans un procès à cause de ça. Et leur argument, c'était on ne savait pas qu'en Tunisie, il y avait une loi de protection. Il y a une loi de protection, mais non reconnue comme adéquate, ça c'est sûr. Et on essaie de tout faire, non pas pour arriver à l'adéquation, malgré le fait, je le chuchote aussi, qu'on a eu des clins d'œil de la part de la Commission européenne pour l'adéquation. Mais ça prendra un peu de temps. Il faudrait qu'on fasse passer la loi avant et qu'on améliore un peu le niveau de protection. Mais c'est en cours. Mais en attendant, il y a d'autres moyens pour pouvoir respecter le RGPD, avoir des BCR par exemple, et c'est fort possible. Donc il ne faut pas hésiter. Je vous laisserai ma carte, en tout cas, vous pouvez me contacter, il n'y a pas de problème.